C'est un calme apparent que le confinement fait régner autour de cette EHPAD. Mais en silence, derrière ces fenêtres, le drame qui se joue est criant. Ici, en 2 semaines, 36 morts. Un pensionnaire sur 3 a succombé au Covid-19. Parmi les victimes, Odette Noyer. Elle a fêté son 94e anniversaire le 24 mars dernier. La maladie l'a emportée 1 semaine plus tard. Un deuil précipité pour son petit-fils. Je suis quelqu'un de discret normalement. Ouais, c'est pas quelque chose qui me... Mais pour le souvenir de ma grand-mère, je fais ce qu'il faut. Il n'a pas pu se rendre à son chevet. Oui, bien sûr, c'est des colères légitimes qui se font à la tristesse parce qu'elle est morte seule, ma grand-mère. Elle a eu l'impression d'être abandonnée dans son lit, dans sa chambre, parce qu'elle ne nous voyait plus, elle n'avait plus aucun contact avec nous depuis 1 semaine. Il estime que la direction lui a caché la situation. Un manque de transparence et d'humanité qui l'ont poussé à porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. J'ai eu lundi à 17h à la direction qui me dit « tout va bien avec votre grand-mère ». Et le lendemain matin, on nous appelle à 7h30 pour nous dire « votre grand-mère est décédée hier à 22h ». Donc, est-ce que vous trouvez ça normal? Pas moi. La direction affirme avoir mis en place toutes les mesures barrières possibles dès le début du mois de mars. Malgré cela, plus de la moitié des résidents de cet établissement pour personnes âgées dépendantes ont été contaminés par le coronavirus. Partout en France, la tragédie se répète. Dans les villes comme dans les campagnes. On essaie de faire du mieux qu'on peut, mais parfois ça ne suffit pas. Les professionnels ont-ils tardé à réagir? Malgré les appels au secours, l'État a-t-il manqué à ses responsabilités? Comment les pensionnaires de ces institutions vivent-ils cette période dramatique? Si vous voulez, on est à la limite de l'humanité. Là, on ne peut pas laisser les personnes âgées qui sont nos parents, qui nous ont mis au monde, on ne peut pas les laisser partir comme ça. Que se passe-t-il réellement dans le huis clos des EHPAD? Notre enquête commence ici, dans cette commune des Vosges. Pour la maire de Valdoie, chaque matin, comme une routine macabre. Corinne Coudreau doit signer ses documents envoyés par un EHPAD de sa commune. C'est les autorisations de fermeture de cercueil que je viens régulièrement signer en mairie. Voilà. En moyenne, on a à peu près un décès par semaine, 1 fois tous les 15 jours, au niveau de la résidence La Rose-Montoise. Et là, c'est minimum 1 fois par jour, voire ce week-end 5 fois. Au moins 21 morts dans cet établissement depuis le début de l'épidémie. Autant de contaminés. Face à cette vague, Corinne Coudreau a réalisé cette vidéo sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se passe réellement à la résidence La Rose-Montoise à Valdoie. Dans cette EHPAD, des femmes et des hommes meurent chaque jour dans le silence et l'indifférence des services publics en charge de leur protection. Comment me taire quand je reçois chaque jour des appels à l'aide de leur personnel qui vont travailler avec l'angoisse de savoir qui de leurs résidents vont partir dans la journée ou dans la nuit. Cet EHPAD, l'un des premiers touchés, est géré par une association évangélique. C'est justement un rassemblement religieux évangélique mi-février qui avait accéléré la propagation du virus. À l'époque, Corinne Coudreau avait senti l'imminence du drame. Forcément, des membres de cette association avaient été présents à ce rassemblement de Mulhouse et je savais que sur Valdoie, on avait une forte population d'évangéliques et que voilà, on allait certainement avoir des personnes, Mulhouse étant à 30 km d'ici, qui avaient assisté à ce grand rassemblement. Apparemment, le nécessaire n'a pas été fait, vu que l'hécatombe est arrivée. Si la mère s'est mobilisée, c'est qu'elle a été contactée par plusieurs employés de l'EHPAD. Comme Sylvie, elle est aide-soignante. Sa direction lui a interdit de s'exprimer publiquement. Elle nous reçoit malgré tout pour dénoncer le manque flagrant de matériel.
On avait un masque, quelquefois on n'en avait pas du tout. Et puis moi j'avais gardé le mien, mais il datait d'une semaine, donc plus valable. Parce qu'au bout de 4 heures, il n'est pas valable. Hein. Alors ils nous ont pas donné de masque, rien. Un sous-effectif chronique et selon Sylvie, la liste des dysfonctionnements ne s'arrête pas là. Ce n'est que 5 jours après le début du confinement que les 80 résidents de l'EHPAD ont cessé de prendre leur repas en commun dans la même pièce. Sylvie, testée positive, pense avoir été contaminée sur son lieu de travail. Drame dans le drame, elle a aussi infecté son mari. Il a été emporté par la maladie le 31 mars. Je travaillais puis je l'ai eu, il ne sortait pas. Comment voulez-vous qu'il l'attrape? Il me l'a dit lui-même. Il m'a dit oui, tu m'as donné ta cochonnerie. C'est très dur, quoi. Puis moi, c'est très dur à accepter. Je me sens coupable, quoi. Moi, pour moi, le ressenti que j'ai, c'est qu'ils ne nous ont pas protégés, ils m'auraient protégé. J'aurais pas ramené ça à la maison, il serait encore là. Dans l'EHPAD, les drames s'accumulent. Une autre aide-soignante contaminée est, elle, en réanimation. Ces tragédies auraient-elles pu être évitées? Depuis sa mairie, Corinne Coudreau a contacté la préfecture, puis envoyé un courrier à l'agence régionale de santé début mars. Les réponses qui nous étaient apportées étaient tout à fait laconiques, où il n'y avait aucun souci, que cette résidence était sous surveillance, et qu'on y a étroit avec eux, et qu'il n'y avait aucun problème dans les hospitalisations ou autres, que toutes les personnes qui nécessitaient des soins en avaient. Corinne Coudreau se décide finalement à mobiliser l'opinion le 4 avril sur les réseaux sociaux. 3 jours plus tard, l'administration de l'EHPAD est placée sous tutelle pour dysfonctionnement dans la mise en place des mesures de protection contre la pandémie. Contactée, la direction de l'EHPAD n'a pas souhaité nous recevoir. C'est la déléguée de l'agence régionale de santé qui nous répond. C'est ce qu'on vit partout en France, c'est un virus qui est extrêmement contagieux, qui touche plus particulièrement les personnes fragiles et âgées. Et parler de prévision, c'est difficile, non les établissements font leur maximum pour limiter la contagiosité du virus, mais on a un cas d'établissement qui est particulièrement touché, effectivement, et qui a été l'un des premiers touchés dans notre région. En France, plus de 7000 EHPAD accueillent des personnes âgées dépendantes. 600 000 résidents, 400 000 travailleurs, soit 1 million de personnes particulièrement exposées. Combien d'entre elles ont été infectées? Combien en sont mortes? Difficile encore à l'heure actuelle d'obtenir des chiffres précis de la situation. C'est très compliqué d'avoir une vision claire du nombre de décès en établissements médico-sociaux et notamment en EHPAD, car en fait tout repose sur une déclaration via une application qui a été développée en urgence et qui est activée depuis le 28 mars dans les établissements médico-sociaux. Certaines agences régionales de santé communiquent sur le nombre de cas, le nombre de décès dans leur région, mais d'autres non. Donc c'est évidemment très compliqué. On a l'impression que les données remontent progressivement, mais qu'elles restent extrêmement parcellaires. Cette semaine, les autorités ont tenté de reprendre les choses en main. Le ministère de la Santé a ordonné une campagne massive de dépistage. Déployer des véhicules, des équipes mobiles, parfois des cars, des bus équipés de laboratoires pour pouvoir aller vers les établissements pour personnes âgées, aller vers les établissements médico-sociaux pour procéder à des dépistages partout où il y a des alertes. Mais dans la région Île-de-France, particulièrement sous tension, il est parfois déjà trop tard. Les hôpitaux sont engorgés et le SAMU trie les urgences. Les patients les plus âgés ne sont pas toujours la priorité. Une situation dramatique où l'impuissance laisse place au désarroi. Il est arrivé que nous soyons confrontés à des appels qui ne puissent pas être pris en charge et donc qui ont conduit à la mort en établissement d'un certain nombre de résidents atteints de Covid-19, l'impossibilité d'avoir revu leur famille, l'impossibilité parfois d'avoir des soins dignes d'une fin de vie. Ce sont des drames comme tant de services hospitaliers en connaissent,
tant d'établissements connaissent. Je le dis avec un peu d'émotion, mais voilà, on fait ce qu'on peut pour que ça aille le mieux possible. Une situation éprouvante à mettre en perspective. Pour le psychiatre Serge Effez, dans certains cas, il vaut parfois mieux envisager la fin de vie que le soin. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont 90, 95 ans, de toute façon, ils ne vont pas aller en réanimation, ils ne vont pas être intubés, et je peux vous dire que c'est une bonne chose, parce qu'il y a une des probabilités infimes qu'ils puissent sortir de cette histoire, bien pris en charge par les équipes médicales au niveau de l'EHPAD, avec de la morphine, avec de l'hypnovel, avec des traitements qui justement sont des traitements sédatifs, et qui permet de surmonter l'angoisse et de surmonter la douleur et de les accompagner dans une certaine paix. Pour tenter de prévenir la maladie, début mars, la plupart des établissements ont mis en place des mesures restrictives dans les EHPAD. L'arrêt des visites et le confinement des résidents dans leurs chambres. Des décisions prises parfois dans la précipitation. Des pensionnaires brutalement coupés du monde et des familles laissées sur le carreau. C'est la difficile situation à laquelle Jacques Leinberg a dû faire face. Le 24 mars, sans nouvelles de son épouse malgré ses coups de téléphone, il décide de se rendre devant l'EHPAD où elle réside depuis qu'elle a eu un AVC. Lorsque je suis arrivé, j'ai été surpris par cette dizaine de caméras d'un seul coup devant la Fondation Rothschild. Et je me suis adressé à un caméraman pour lui demander « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il m'a répondu « nous venons d'être informés qu'il y a eu 16 décès et qu'il y a de très nombreux contaminés. » Et là, j'ai reçu un coup de matraque. Même quand j'en parle maintenant, et ma femme là-dedans, où elle était. Leur histoire d'amour a commencé à la maternelle. 75 ans de vie commune. Heureusement, Annette n'a pas été contaminée. Elle réside en ce moment dans un étage censé être dédié aux personnes saines. Mon portable ou là. Mais l'inquiétude plane. Ça. Francine, leur fille, reçoit désormais régulièrement des communiqués de l'établissement. Du 13 mars. Aujourd'hui, nous traitons 117 résidents testés positifs au virus et 34 résidents sont malheureusement décédés. Bon, voilà, c'est... Pour l'instant, ma mère est passée entre les gouttes. Elle a hésité à la faire sortir de l'établissement, mais elle la pense plus en sécurité dans un lieu médicalisé. Aujourd'hui, c'est la solitude de sa mère qui l'inquiète, presque autant que le virus. Se retrouver à 90 ans, seule dans sa chambre, sans contact du matin au soir, je crois que c'est effrayant. Il ne faut pas sous-estimer les conséquences psychologiques. De ne pas avoir de stimulation de personnes qui lui parlent. C'est vrai qu'elle a décliné cognitivement, je m'en rends compte quand je parle avec elle. Au fur et à mesure, les EHPAD cherchent des solutions pour améliorer la vie de leurs pensionnaires. L'EHPAD de Senones, dans les Vosges, fait figure de proue. Ici, quelques cas de Covid décelés, mais aucun décès. Comment va madame Ferry, oui. Il n'y a plus de température. Plus de température, tout va bien, oui. Personne n'a de température, donc ce matin, donc ils ont tous bien déjeuné. Oui. Ça va. Voilà, tout se passe bien. Tout se passe bien. Bon. Ah. Nous sommes dans une unité dédiée aux patients qui souffrent de démence et ne comprennent pas la situation. Pour éviter de les enfermer de force, ce sont les soignants qui se sont adaptés. Nous avons choisi de laisser les patients déambuler dans tout le secteur. Et nous avons demandé à nos soignants de prendre des mesures de protection supplémentaires, raison pour laquelle dans ce secteur, on s'habille complètement avec une charlotte et avec une surblouse. Pour limiter les arrivées extérieures, ce sont les aides-soignantes elles-mêmes qui font aussi le ménage dans les chambres. C'est beaucoup plus de travail qu'avant? Oui, parce qu'en fait, avant on arrivait, si vous voulez, on faisait les cloches de porte, les interrupteurs, les poignées.
Mais tout ce qui était table de nuit commode, on faisait 1 fois par semaine. Donc ça fait une petite surcharge de travail supplémentaire où il faut rien oublier. Mais le personnel s'y plie volontiers. En ces temps de crise, il ne viendrait à l'idée de personne de se plaindre. On est une équipe très solidaire, très soudée. Pour eux, en plus, ils sont privés de leur famille. Le fait de nous voir, nous, tous les jours, ça les rassure. Et si vous pouvez constater, quand vous êtes passés ce matin, ils sont tous très calmes. Par rapport à où on peut avoir des excès d'énervement, le fait qu'ils sont enfermés, qu'ils ne voient plus leur famille. Et le fait de beaucoup leur parler, ils acceptent. Mais il n'y a pas assez de personnel pour appliquer ces mesures aux 110 pensionnaires. Pour les autres, plus vaillants, les consignes de confinement en chambre s'appliquent. C'est l'heure du repas, monsieur Herbert. Merci. Petite salade, vous, Eugène ? Un changement de rythme difficile à vivre pour certains. Vous savez, on ne bouge pas, c'est comme ça. On mange comme d'habitude, quand même. Mais naturellement, on ne voit plus personne. Quand on est au réfectoire, c'est quand même beaucoup mieux. Pour rompre cet isolement, la direction a choisi de maintenir les portes de chaque chambre ouvertes. Le fait d'ouvrir les portes, ça permet, pour les résidents, de garder un lien, au moins en permanence, avec le personnel soignant qui déambule dans les couloirs. C'est essentiel pour éviter la sensation d'enfermement. Et le fait de ne plus avoir de liens sociaux, de liens humains avec personne. Bonjour Madame Henry. On appelle Adèle ? Et pour pallier la suspension des visites, les pensionnaires ont découvert un nouvel outil, une tablette qui permet des visioconférences avec la famille. Bien dormi ? Oui. Les gosses vont bien ? Ah bah. Oui. Ah. Salut ma cocotte. Salut ma gamin. Ça va ? Tu fais tes devoirs ? Oui, je joue à la maîtresse en ce moment. Ah bon. On fait de la géographie. Un moment privilégié pour l'une comme pour l'autre. Je trouve que les tablettes c'est bien. Moi j'ai des enfants, elle peut voir les enfants, je la fais participer. Bah voilà, là comme vous avez vu, ils font leurs devoirs, elle voit quand ils font leurs devoirs, quand ils jouent dehors. Enfin, elle participe quand même plus finalement que quand on l'a par téléphone uniquement. Quoi. C'est pas pareil, je l'ai pas. J'ai plus ces baisers comme j'avais, ces petits bisous qu'elle disait toujours. Espérons que ça sera bientôt fini. La technologie pour passer le temps, un temps pourtant précieux. À Paris, Jacques a pu lui aussi communiquer en vidéo avec son épouse, isolée dans sa chambre de l'EHPAD Rothschild. Elle est l'être le plus important de ma vie. Moi, mon souci, c'est de lui remonter le moral, de lui dire ça va bientôt finir, il y a des meilleures nouvelles, c'est de lui dire ça, de lui dire qu'on se reverra bientôt. Sois courageuse, Annette, si tu es courageuse, je le serai aussi. Voilà, c'est ça que je lui dis, lui donner de l'espérance, et je crois en l'espérance. Faire preuve de patience en attendant les retrouvailles. Pour eux, l'histoire bégaye. Pendant l'occupation, alors qu'ils étaient enfants, Annette et Jacques ont déjà vécu cachés, confinés. Ils ont ainsi échappé aux rafles.